Merci à vous. L'enregistrement a démarré. À partir de maintenant, tout sera retenu. Contre vous. Allez, je te redonne la main. Merci. Alors Optime, en 2 mots, Optime Ressources, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc un cabinet de conseil en management qui est basé à Lyon, avec une antenne à Rennes et une antenne du côté d'Avignon. 35 ans d'existence, nous sommes 21. Depuis 2019, nous fonctionnons en scope, donc en coopérative. On intervient sur principalement 2 thèmes qui sont l'excellence opérationnelle, l'excellence managériale. Et puis vous voyez toutes nos spécialités, nos savoir-faire, et notamment en termes de gestion de projets en appliquant la théorie des contraintes, mais pas que. En 2 mots, voilà qui nous sommes. Euh, je propose de passer à la présentation des participants. Alors, on va pas faire un tour de table, hein, matériellement, c'est pas possible. Par contre, on va vous faire agir et interagir pour ceux qui sont connectés avec une question au travers de la conversation, hein. Donc, utilisez bien la conversation pour nous répondre. Selon vous, donnez-nous un mot-clé qui traduit une condition de succès, pardon, d'un projet géré en mode agile. Allez-y à vos mots, à vos suggestions dans la conversation. Ah, ça commence à tomber. Je vois une tendance qui se dégage. Je vois que vous avez plusieurs idées pour certains d'entre vous. Ah ah, ok. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer? Oh. Petite synthèse de ce que je vois pour l'instant. Effectivement, il y a une idée forte qui a l'air d'emporter la majorité, hein, c'est le travail en équipe, le travail en collaboration, le fait de faire ensemble, l'intelligence collective. Donc ça, on a différentes expressions de cette même idée. On a cette notion d'itérativité, on a cette notion de client qui a été mentionnée en premier. Itératif, step by step, voilà. On a la notion de payback, on a la notion de priorisation, on a la notion de rétrospective. Donc, effectivement, l'agilité, c'est un peu tout ça. On va avoir l'occasion de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec notre témoin, Laurence, et accompagné avec Alexis. Effectivement, pendant le témoignage, si tu reviens un cran en arrière, n'hésitez pas à poser des questions par écrit à notre témoin et à Alexis sur le chat. On reprendra les questions si elles n'ont pas été abordées pendant le témoignage dans une séance de questions-réponses en fin de témoignage. D'ici là, je vous souhaite effectivement un bon webinaire et un bon témoignage. Alexis et Laurence, je vais vous passer la main. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup. Et donc moi, je vais mener le petit interview avec Laurence sur ce témoignage. Et du coup, pour commencer, Laurence, est-ce que déjà tu peux te présenter puisqu'on t'a pas encore laissé parler
et nous présenter la structure de la direction de la recherche technologique au sein du CEA. Oui, bonjour à tous. Merci Alexis de me donner cette occasion puisque ça a été une très belle expérience, hein, qu'on a menée ensemble. De mon côté, je suis responsable qualité de la direction de la recherche technologique du CEA. Nous avons toute une organisation projet que je vais peut-être, rapidement vous expliquer, en vous présentant ce que c'est que la direction de la recherche technologique au sein du CEA. Nous sommes une structure qui a une cinquantaine d'années, hein. On n'est pas né avec le CEA, mais peu de temps après. Dans nos activités, on est vraiment, positionnés pour répondre aux grands enjeux, sociétaux et industriels, du 21e siècle et notamment, on est focalisé sur du développement et de la diffusion technologique dans 3 principaux domaines, qui consistent notamment au développement du numérique dans la société, l'amélioration d'une manière générale de la santé publique, avec tout ce qu'on peut mettre, en aidant, via la technologie et d'une manière plus globale, le respect de la planète. Aujourd'hui, la DRT, c'est 4 500 ingénieurs-chercheurs, dont l'activité, est répartie sur ces thématiques et on a comme socle 3 instituts, le l'ETI, le LITEN et le LIST, donc chacun dans un des grands domaines de spécialité, dont je vous ai parlé. Et pour accéder en fait, au territoire, on a un institut de transfert technologique qui est basé avec, des antennes en région, avec comme vocation de diffuser les technologies développées. Si je voulais vous donner d'autres chiffres clés, je pourrais vous dire que la DRT, c'est 600 brevets déposés chaque année. On est vraiment installé au cœur d'un environnement scientifique, hein, industriel et universitaire très riche puisqu'on est basé à Grenoble, mais on a des équipes importantes sur le site de Chambéry avec tout ce qui est énergie solaire et bien sûr à Saclay avec tout le plateau de Saclay et toute la dynamique de recherche qui se situe, à cet endroit-là en France et pour diffuser nos technos, on a 7 antennes en région basé vraiment, au plus près du territoire, et avec des plateformes de diffusion technologique. Aujourd'hui, la DRT, grâce à ses activités, et grâce à ses partenaires, elle a réussi à favoriser la création de plus de 20 000 emplois dans l'écosystème, avec lequel on travaille, ce depuis, 2013. Au niveau de la diffusion au sein du territoire, donc on a aussi bien, des plateformes qui sont au niveau du sud-ouest, vers Toulouse et le rayonnement côté Bordeaux. On a des plateformes dans l'ouest de la France avec une PRTT, sur Nantes et en Bretagne. On couvre, l'est avec, Metz, on couvre Lille, donc vraiment le nord de la France et puis bien sûr le sud, on a notre base à Grenoble, mais on a plus au sud, pour le sud-est, une antenne du côté de Cadarache et qui couvre aussi Nice. C'est vraiment, notre vocation de diffuser la technologie, au sein du territoire et pour ce faire, on est organisé, en mode gestion de projet et on est certifié ISO 9001 par rapport à nos activités. OK, très bien. Merci beaucoup Laurence pour, cette présentation de contexte qui est important à voir en données d'entrée, hein, pour comprendre un certain nombre de points qu'on aura à aborder, ultérieurement. Mais, cet environnement-là propre, CEA-DRT est important à avoir en tête. Du coup, maintenant, est-ce que tu peux, plus précisément nous faire un focus sur qu'est-ce qui a amené la DRT à lancer ce projet de déploiement d'une démarche agile dans vos projets? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, c'est venu de notre direction, carrément, puisqu'en fait, notre directeur qui est en relation bien sûr avec, nos partenaires, avait certains retours, hein et ce qu'il a voulu vraiment porter dans cette démarche, il l'a, présenté à travers notre vue de direction et ce qui était important, c'est finalement on s'est rendu compte qu'entre les attentes de nos clients, qui étaient d'avoir rapidement un démonstrateur sans forcément avoir le niveau de qualité, le niveau de performance, optimal, c'était important. Alors que si on se plaçait du côté de nos équipes de chercheurs, un chercheur, il veut trouver la meilleure performance, à optimiser au mieux la technologie. Notre directeur nous a demandé de travailler sur cette, appropriation des méthodes agiles, de les intégrer dans notre manière de travailler et ça a été vraiment une volonté forte, de sa part.
Très bien. Et du coup, Laurence, je me permets de montrer cette planche-là que vous avez sous les yeux, qui reprend en fait des éléments sur lesquels on a beaucoup insisté en début de démarche envers les différentes parties prenantes que tu citeras tout à l'heure. Pour donner du sens de la démarche en interne, c'est un compte-rendu qui était issu d'une revue de direction de la DRT qui montrait clairement la direction, qu'est-ce qu'elle en attendait. Donc une démarche qui est impulsée au niveau de la direction DRT. Tout à fait. Très bien. Et du coup, je me rappelle, et par rapport à et notamment le contexte que tu citais, qu'en début de démarche, on a fait un zoom assez précis sur, les risques globaux qu'on pouvait avoir dans ce déploiement, afin de sécuriser la démarche et d'anticiper au maximum. Tu pourrais nous citer les 3 ou 4 risques majeurs que nous avions identifiés dans cette démarche? Oui, donc peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé dans la présentation rapide de la DRT, c'est que nous sommes un EPIC, donc un établissement public, hein, mais avec un caractère industriel et commercial. Donc on a besoin de financement extérieur. Donc notre financement par les clients est très important. Et en termes de risque, on avait identifié clairement qu'il y avait un risque client fort par rapport à notre domaine technologique, puisqu'il faut que notre client, il soit content de ce qu'on fait si on veut continuer de travailler avec lui. Mmh, On avait identifié un deuxième risque important, c'était, l'aspect légal, puisque mmh, entre une attente client et ce que nous, on est capable de faire, parfois, il peut y avoir des écarts. Autre point important par rapport à notre organisme, c'est que c'est quand même ces méthodes agiles, c'est un changement important de la culture interne, mais aussi du mode de management. Donc ça, c'était une transition qu'on avait identifiée comme étant assez délicate à négocier. Et enfin, un point important qui ressort souvent quand on parle, dans nos réseaux chacun des méthodes agiles, c'était le risque humain et notamment l'aspect risques psychosociaux. Puisqu'on mmh. entend beaucoup dire, hein, que les méthodes agiles, ça pressurise beaucoup les équipes. Donc on va en parler peut-être plus précisément après. OK. Merci beaucoup, Laurence, pour cette précision. Effectivement, ces 4 grandes familles de risques, hein, client, l'aspect légal, l'aspect culture interne, l'aspect humain, ont été pour nous un point important de démarrage et de structuration, de ce déploiement que tu vas pouvoir, maintenant nous expliquer. Et notamment, est-ce qu'on peut maintenant plus, zoomer sur le comment, sur le plan tactique de travail et les différentes étapes du projet? Donc cette démarche, elle a été faite, donc sur l'impulsion de la direction, mais bien sûr, on a travaillé avec, nos acteurs clés, nos parties prenantes et donc dès 2018, on a commencé de lancer des ateliers, une réflexion au niveau de la DRT et dès 2019, on a sollicité Alexis pour nous accompagner, et conduire des ateliers avec, nos différentes parties prenantes. Clairement, dans nos parties prenantes, on avait bien sûr, tous les acteurs, qui sont classiques au niveau du projet, hein, les équipes de chercheurs, que ça soit, les équipes aussi qui sont en lien avec le client. Mais on avait besoin d'embarquer les managers, les ressources humaines et puis, tout le réseau qualité puisque chez nous, le réseau qualité porte la démarche, gestion de projet en aidant les équipes, en mettant à disposition des outils. Après ce travail vraiment, conséquent et qui a été vraiment un travail on va dire d'acculturation grâce aux ateliers menés avec Alexis, on a fait une réunion de kick-off, dès novembre 2020 avec, toutes nos parties prenantes, de manière à lancer ensuite, un premier lot, de projets pilotes. Donc on a Mmh, démarré avec 5 projets pilotes, hein, dès 2021. Donc quand on dit on a démarré avec des projets pilotes, c'était des équipes volontaires ou pour lesquelles les clients étaient prêts à travailler en mode agile, ça va être un point important mmh. et on a essayé de répartir ça dans chaque institut. Fin d'année 2021, on a fait le bilan de cette première phase pilote et ça nous a permis de décider de continuer l'aventure et de faire une deuxième vague en fait d'accompagnement, en 2022 pour d'autres projets, en fait. C'est vraiment ce qui est important dans cette démarche, c'est l'implication des parties prenantes, Mmh. aussi la volonté d'avoir rapidement des succès, des victoires rapides, de vite voir concrètement ce que peut apporter cette démarche et on a été, dans une logique aussi agile pour le développement, hein, Mmh. de cette méthodologie puisqu'on a travaillé par itération. Les projets pilotes, on a fait des retours, on a défini, les MVP liés à ces projets et ça a permis vraiment d'apprendre beaucoup
sur la méthode. Mmh. Effectivement, et si je peux me permettre, Laurence, de rajouter un petit point, c'est qu'on voit clairement, effectivement, que ce déploiement lui-même a été géré en mode projet à part entière et en mode projet avec vraiment cet esprit agile, avec une intelligence collective, parce que la partie des ateliers a été assez importante avec une forte implication de ces parties prenantes et notamment avec ce côté également de se dire, plutôt que de partir, ce qui était la volonté initiale sur des plans de formation assez larges, des acteurs projets sur ces démarches agiles, on s'est dit plutôt allons plutôt sur des itérations qu'on se disait courtes dans la durée de ce qui est un projet au sein de la DRT pour créer ces victoires rapides. Et en fait, ces projets pilotes étaient nos sortes, nous, d'itérations dans le déploiement de la démarche avec des rétrospectives régulières pour impliquer tout le monde et améliorer d'un projet à l'autre et d'une campagne à une autre. Très bien. Pour la suite, tu peux un peu plus nous zoomer maintenant, Laurence, sur comment vous avez embarqué l'ensemble de ces parties prenantes dans ce déploiement? Mais très clairement, le travail en atelier a été une des briques fondamentales pour embarquer nos parties prenantes, hein. Donc, ça a été vraiment le tout début de la démarche. On est parti avec des personnes qui étaient volontaires. Ensuite, on a élargi avec nos projets pilotes et avec des chefs de projet qui étaient vraiment volontaires pour tester cette méthode et la construire avec nous. Quand je dis avec nous, c'est avec les qualiticiens et avec Alexis, bien sûr. Et en fait, ça nous a permis, cette démarche de pilote, d'impliquer vraiment les parties prenantes grâce à l'accompagnement qui a pu être effectué. Donc, on a travaillé avec les chargés d'affaires, les managers, bien sûr, nos chefs de projet et puis les équipes de recherche. Et point important dans notre contexte, à vous rappeler, on a mis qu'il y avait un risque légal, c'est d'embarquer aussi nos juristes. Parce que c'est très important dans les contrats que ça soit prévu dès le départ, qu'on ait un jalonnement, que le client soit prévenu et qu'il soit OK pour s'embarquer dans une méthode agile. Parce que sans un client qui ne nous répond pas, on va dire, dans les temps, on est incapable de mener ces méthodes-là. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Laurence, peut-être que tu peux nous toucher 2 mots sur le rôle de ce fameux chargé d'affaires au sein de la DRT, qu'on comprenne bien son Oui. implication qui sera importante dans la vie du projet derrière. Ben, en fait, dans notre fonctionnement, on a d'un côté, les personnes qui sont en interface, avec les clients. C'est ce qu'on appelle chez nous des chargés d'affaires. Ça pourrait être des product owners dans le jargon agile. Et puis ensuite, on a, des équipes de recherche proprement dites qui sont, animées avec un chef de projet. Et donc, au niveau du jargon agile, notre chef de projet, il joue le rôle de Scrum Master, essentiellement. Et c'était important, c'est un gros changement culturel pour nos chargés d'affaires, hein, d'être dans cette logique d'itération avec les clients. Ouais, tout à fait. Et il y a un point qu'on pourrait peut-être préciser aussi pour faire un focus sur un aspect de maturité projet. Donc, la DRT a mis en place, comme Laurence l'a cité dans sa présentation, un processus gestion de projet. Tu peux nous dire depuis combien de temps ce processus est en place? Donc, notre processus historique, hein, c'est du waterfall, il est en place depuis 1999. Et donc, voilà, il y avait une belle maturité sur ces méthodes-là. Exactement, exactement. Mais la société évolue, le monde évolue, on est dans une Ouais. société en pleine mutation et forcément les partenariats aussi évoluent. Donc, on avait vraiment besoin de sortir d'un schéma, waterfall pour pouvoir, avoir des outils, plus adaptés, ou en tout cas, rajouter de l'agilité quand c'était utile. Ouais. En tout cas, je rebondis sur ce point pour dire que, c'est également un élément important, c'est que cette maturité avec ce process sur des méthodes, qu'on appelle donc classique waterfall, était un élément important de structuration pour pouvoir passer à de l'aspect agile. Tout à fait. Très bien, Laurence. Et du coup, si on rentre dans le déploiement des projets pilotes, en termes de grandes étapes, ce déploiement de projet pilote a été structuré comment? Donc, il y a vraiment eu un travail, amont, hein, en termes d'accompagnement des projets pilotes. C'était de réunir toutes les parties prenantes du projet de manière à les sensibiliser à ces méthodes et qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence, en fait, sur la manière de travailler. Donc cette phase
est vraiment fondamentale, hein, la sensibilisation en amont des parties prenantes. Ensuite, ça a été vraiment une co-construction. On avait mis en place une boîte à outils, lors des ateliers et Hein. cette boîte à outils, elle est évolutive. Donc, c'était vraiment, un travail, d'équipe et pour, peut-être, Alexis, on va peut-être parler un peu des outils. Mmh. Ouais, avec plaisir. Donc, pour arriver à cibler quel genre de projet était, on va dire, était candidat à la méthode agile, on a créé une checklist qui est Mmh. utilisée en amont, en fait, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, avec l'aide d'Alexis pour vraiment, essayer de cibler, si, le projet, il peut être conduit en mode agile. Effectivement et on zoomera un peu plus tard sur ces critères qui étaient mis en place Voilà, dans ces checklists pour, assurer la faisabilité, on va dire. Mais c'est un point important effectivement, Laurent, c'est qui, avait apporté des craintes, en interne, hein. L'idée n'est pas de dire, de faire de l'agilité sur les projets pour en faire ou de dire que, tous les projets de la DRT seraient menés en mode agile. L'agilité ne remplace pas le mode, waterfall et que du coup, par contre, ça vient en complémentarité. Mais ce qu'on voulait s'assurer par rapport à des critères importants, c'est est-ce que les projets concernés en pilote avaient le bon profil pour entrer dans la démarche? Et on vous zoomera derrière les critères qu'on a pris en compte. C'est ça, Laurence, hein? tout à fait. Et d'ailleurs, on en est venu des fois, peut-être même la plupart du temps, à se dire qu'on fonctionnait bien aussi en mode hybride, quoi. Alors voilà, c'est quelque chose qui est assez typique chez nous, c'est ce besoin, assez courant finalement d'avoir un mode hybride, puisque pour certaines parties du projet, on est capable de fonctionner, complètement en mode agile quand il s'agit de comprendre le besoin client, d'affiner la spécification. Par contre, quand on a vraiment, des étapes technologiques, à réaliser, on a un besoin de planification important puisque nous, ce qui fait notre, on va dire, valeur ajoutée, c'est qu'on a des équipements de recherche de pointe qui nécessitent donc, une planification pour être mis en œuvre et des opérations technologiques pour réaliser des démonstrateurs, ça peut prendre du temps. Donc on a toute cette phase qui nécessite un type plutôt waterfall, hein, en termes de gestion de Mmh. projet et donc on a fait un mix, d'où ce mode, hybride. La plupart du OK. temps, c'était ça qui a été retenu. Ouais, tout à fait. Et en clarifiant bien, du coup, dans le projet, quel était le périmètre du projet qui serait plutôt géré en mode agile? Voilà. Hein? Très bien et du coup, par rapport à ces parties qui étaient concernées par l'agilité, est-ce que le critère qu'on entend souvent parler de vitesse des projets était important dans le déploiement de l'agilité au sein de la DRT? Alors, clairement, cette notion de vitesse, c'était une des premières choses que certains managers ont dit, mais c'était vraiment pas l'objectif du tout, de notre directeur et clairement, quand on a vraiment approfondi sur ces méthodes, c'est très vite ressorti comme un risque RH, hein, il Mmh, fallait vraiment faire très attention sur comment on présentait l'introduction de cette méthodologie, au sein de la DRT. Et parce que de toute façon, on avait besoin, vis-à-vis de nos clients de casser l'effet tunnel, de casser le fait par exemple, nous, pour développer un démonstrateur, ça peut prendre 3 ans si on va vraiment jusqu'au bout de la techno, voire plus et ça, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on arrive à casser, mais sans pour autant dire aux équipes: «Vous allez faire le travail de 3 ans en 1 an ou en 6 mois». C'était pas ça le message. Donc, pour nous, ce qui était important, c'est de bien préparer les équipes, donc d'aborder les risques psychosociaux et ce qui ressort, c'est que nous, on n'a pas gagné de temps en termes de projet, mais vraiment on a amélioré la relation avec nos clients et la compréhension des besoins de nos clients. La vitesse, c'était pas ça notre enjeu. ouais. L'enjeu principal était ce côté d'orientation client, d'implication Oui, du client et de bien se coller aux besoins du client. Et d'aider également le client dans ces environnements mouvants à construire son besoin et à le prioriser dans le temps. oui, c'est très important Hein? ce que tu dis parce que quand on Ouais. est en R&D, voilà, il y a plein de chemins possibles et donc il faut arriver à affiner le meilleur chemin pour le besoin de notre client. Exactement, et donc la démarche, a fortement aidé en interne dans les projets à structurer le changement justement, hein, qui est différent que d'accepter tous les changements. Tout à fait. Ça a vraiment, OK, permis, de prioriser, de mieux cibler. très bien et du coup en termes d'impact interne, Laurence, ce déploiement de méthode agile a
nous a posé un certain nombre de questions en termes de rôle et Mmh. responsabilités. Tu peux nous en toucher 2 mots sur comment cette démarche a impacté les rôles et responsabilités des parties prenantes? Tout à fait, puisque dans les projets pilotes, en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment besoin de clarifier les rôles, de chacun et même de valoriser, hein, les compétences des équipes et ça nécessitait, une transition importante aussi au niveau du management puisqu'aujourd'hui, dans le mode management opérationnel, qu'on a nous en place, il y a un peu des difficultés liées à nos contraintes, hein, de planification et on s'est rendu compte aussi que nos chargés d'affaires, étaient peut-être pas assez impliqués dans la vie des projets et là, avec les méthodes agiles, ils sont beaucoup plus impliqués. Mmh. Donc ça a vraiment permis de revoir nos méthodes, de gestion de projet et de clarifier les rôles. Mmh. Et d'ailleurs, on peut s'appuyer sur, cette planche-là qui présente, l'évolution qu'on a pu avoir dans les rôles. Tu veux le commenter en synthèse de ce côté rôle et responsabilité? Oui, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notre fameux chargé d'affaires là, celui qui est en interface avec le client, bah, dans ces méthodes, il devient ce qu'on appelle le product owner et donc dans les réunions, projets et notamment les scrum meetings, il est là pour, représenter la voix du client. Donc au vis-à-vis de l'équipe, il a vraiment ce rôle d'accompagnement tout au long du projet. Pour les managers, ça insiste beaucoup plus sur leur rôle en tant que sponsor de la démarche et de vraiment garantir les ressources, pour le projet et prioriser, hein, par rapport, au flux qu'on a nous, puisque chez nous, un chercheur, enfin je pense qu'on n'est pas les seuls, il n'est pas que sur un projet, donc c'est un Mmh. point important. Mmh. Vis-à-vis de l'équipe, c'était vraiment de les recentrer sur leur rôle en tant que garant du développement technique et scientifique. Et au niveau du chef de projet, ce rôle d'animation est vraiment renforcé, puisqu'il va être le garant de la méthode, il va avoir un rôle de coach vis-à-vis de l'équipe et c'est difficile chez nous ça, puisqu'en fait nos chefs de projet, c'est des scientifiques, c'est des Mmh. technologues et il fallait qu'il arrive à rester sur le Mmh. rôle d'animateur Mmh. et non pas d'aller chercher, la techno, bidule ou d'aller chercher le pouillème de performance, Mmh. c'était pas ça qu'on attendait de lui. Donc c'est un gros Mmh. changement culturel. Mmh. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, pour, clarifier tout ça et le partager en interne, hein, puisqu'on sait que l'aspect organisationnel est souvent critique dans les projets, on a fait un travail assez conséquent sur la description de façon formelle de ces rôles-là Mmh. et qui ont été dans une logique de dire, on donne une première version de ce que peuvent être ces rôles et responsabilités, sachant que c'est, la mise en application opérationnelle qui nous permettra d'adapter et c'est là qu'on était vraiment dans une ouverture d'esprit en construction collective où les projets pilotes nous ont permis petit à petit d'adapter de ce qu'on mettait dans ces rôles-là, dans ces fiches de rôle, ce qu'on enlevait, ce qu'on renforçait. Tout à fait. Ça a été vraiment des itérations et on a vraiment travaillé en mode agile Ouais, pour construire la boîte à outils. ouais, je suis bien d'accord, ce qui était le point fort intéressant et je vais me permettre de revenir sur ce rôle de chargé d'affaires parce que, une difficulté nette qu'on avait identifiée qui est, un point d'attention par rapport à votre mode de fonctionnement en mode classique, c'est que le chargé d'affaires intervient principalement dans cette phase 1 de montage du contrat et ensuite dans la vie du projet, ben, il était moins Ah, mais il y impliqué a dans un la autre vie du truc projet. c'est Ah, voilà, j'entends des micros. Merci bien. Et du coup, il était important d'assurer son application non pas que dans la phase 1, mais durant toute la vie, du projet, ce qui était en soi un sacré changement, culturel pour les chargés d'affaires et en termes, de travail demandé. Et en fait, on s'est retrouvé que cette casquette qu'il a portée de product owner avec une implication forte dans la priorisation des besoins, bah, a très fortement valorisé ce rôle de product owner chargé d'affaires dans la vie du projet. Il a un poids assez fort, dans ces critères de priorisation avec cette vision client. Et enfin, ce côté, management, on y revient plus tard, avec ce rôle du sponsor, il faut savoir que dans beaucoup de démarches projets, on parle de sponsor sans même parler d'agilité. C'était pas le cas, au sein de la DRT, hein, Laurence, hein. Dans les méthodes Non, classiques, on n'avait pas ce terme de sponsor. on n'avait pas Donc, ce terme. ouais, voilà, je pense qu'il faut noter que peut-être pour certains, c'est quelque chose qui, sur lequel vous avez de la maturité. Pour, la DRT, dans les projets, c'était une nouveauté de parler de sponsor pour, montrer, le renforcement de l'implication managériale qu'on attend dans la démarche pour que ça marche, hein. Tout à fait. Très bien et du coup, maintenant, tu pourrais, également, nous présenter, les évolutions qu'il y a pu avoir en termes de rituels d'animation dans le pilotage de ces projets?
Donc en fait, par rapport à ce qu'on a comme, outil classique, hein, en termes de gestion de projet, nous on a introduit ces notions qu'on utilise en mode, agile avec, des scrums, bon alors chez nous, on ne peut pas faire des scrums journaliers compte tenu, vous avez bien en tête, l'échelle de temps nécessaire à des opérations technologiques. Donc on l'a fait plus souvent de manière, hebdomadaire. Mm. On avait donc introduit ces revues de sprint, donc sachant que nous, dans notre processus projet, on avait une revue, mais c'est vraiment, à la fin quasiment, que là, c'est vraiment beaucoup plus souvent. Et les fameuses rétrospectives, ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus souvent au fil des itérations dans les méthodes agiles. Ça permet toujours de se recentrer sur le besoin, se recentrer sur, vers où on veut aller. C'est beaucoup plus efficace que de rester dans un tunnel, pendant 3 ans, quoi. Mm. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour mettre une idée d'échelle de temps sur le déploiement de cette démarche dans les projets à la DRT. Tu disais que ces scrums qui classiquement en Agile sont des daily meetings, là c'était classiquement des réunions hebdomadaires, sachant que quand on parle de sprint, à savoir l'itération, dans les projets pilotes 2021 et ceux qui sont en 2022, qu'il y en a qui sont encore dans les tuyaux, la durée moyenne d'une itération doit être de 2 à 3 mois. Et ça, lié au fait notamment que, lié à la spécificité technologique du projet, des métiers de la DRT, et lié au fait aussi que, en soi, le chef de projet n'est pas avec son équipe alloué à 100% que sur un projet. Mais, Ça, c'est ça la fonctionne difficulté très chez bien nous. sur ces durées-là. Voilà. OK. Et du coup, Laurence, au final, qu'avez-vous réussi à faire en utilisant ces méthodes agiles et hybrides que vous n'auriez pas pu faire en restant sur des méthodes classiques? On commence à parler de retour d'expérience là. Très clairement, c'est, la relation client qui est améliorée. On arrive à les rassurer, hein, puisque dans notre mode classique, souvent ils attendent 3 ans avant d'avoir un premier démonstrateur. Bon, compte tenu de la complexité, là, ça leur donne vraiment plus de visibilité, mais aussi pour nous, hein, parce qu'on arrive mieux à sentir, on va dire l'air du l'air du bureau, j'ai envie de dire de manière familière, mais comment se positionne le client et est-ce que ça correspond à ce qu'il attend? Et du coup, on a réussi grâce à ces méthodes à sortir de ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui est quelque chose de assez problématique dans nos projets à nous. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, quand tu parlais, déjà ce côté de rassurer le client, on a eu un bon retour d'expérience sur un des projets sur lequel le lien avec le client, était plutôt en péril, par rapport à des Mmh. difficultés relationnelles, et c'était une grande conclusion. Le client à la fin a dit, «Bah, cette démarche, votre façon de gérer le projet, que vous avez fait, qui était pas ce qu'on avait d'habitude, nous a complètement remis en confiance et rassurés sur comment on peut construire ensemble le besoin, et notamment, de l'aider à prioriser, à se recentrer», et notamment, avec un souvenir qu'à un moment donné, une évolution qui est arrivée, mais qui remettait fortement en cause du travail réalisé, et ben, vu qu'on a dit tout à l'heure que cette démarche agile nous aidait à structurer le changement, c'était, plutôt d'aider le client même à dire: «On ne peut pas en prendre en compte cette évolution maintenant, on protège le travail qu'on fait dans l'itération, par contre, on pourra en reparler dans la prochaine», et c'était un point très, très fort, très fortement apprécié dans le client pour, les rassurer et gagner cette confiance. Et du coup, suite à cette expérience, Laurence, vous en retenez quoi en termes de risques pour la suite de ces démarches au sein de la DRT, si tu avais à nous citer des points d'attention? Ben, 1re chose vraiment importante, c'est avant de se lancer baisser dans telle ou telle méthode, c'est vraiment de se poser les bonnes questions au départ. Parce que ce mode agile, il ne vient pas remplacer le mode classique, c'est un outil complémentaire, en tout cas dans notre environnement, hein, de recherche technologique. Ce qui est vraiment en termes de warning important, c'est que, si on n'a pas une implication suffisante du sponsor et du chargé d'affaires, donc du Mmh, product owner, ça ne marche pas. Et la même chose côté client, si notre client n'est pas prêt pour interagir plus souvent avec nous, ça ne va pas être possible de mettre en place une méthode agile. mmh, Après, on reste, nous, avec nos contraintes liées au fait qu'on a des plateformes, qu'on a des procédures d'entrée, de mise en place de nouvelles, technos qui sont lourdes, et donc ça, c'est quelque chose qui peut être bloquant, pour, des méthodes agiles. mmh, D'où le mode hybride dans tous les cas qui a été la solution idéale, hein, qu'on a trouvée. mmh, tout à fait.
C'est clair. Et d'ailleurs, je peux permettre également d'ajouter un petit point, Laurence, par rapport à cette notion que tu citais d'implication insuffisante, sponsor et chargé d'affaires, son importance d'implication. Comme Laurence nous le précisait tout à l'heure, que la démarche commençait par une sensibilisation des parties prenantes par projet. La logique et la roue de l'amélioration nous a dit que pour les projets qu'on déclenchait maintenant, la participation de l'équipe managériale et de ce fameux chargé d'affaires dès le début dans la sensibilisation pour partager nos modes de fonctionnement était devenue maintenant rédhibitoire pour la suite du déploiement en mode agile du projet concerné. Hein, tu confirmes, Laurence, hein? Oui, tout à fait. C'est vraiment un point clé. Très bien. Et sur le fait de se poser les bonnes questions au départ, tu nous as parlé tout à l'heure tu nous as fait un beau teasing là sur des checklists de questionnement pour s'assurer que de la faisabilité. On peut zoomer un peu plus sur ces critères de choix de faisabilité? Oui, bien sûr. Donc, au niveau de ces critères de choix, donc on a mis au point une checklist. L'idée de cette checklist, hein, c'est de cibler, essentiellement, on va dire 3 grands critères. Donc d'abord, on va regarder au niveau du client. Est-ce que ce Hein. client, aujourd'hui, dans sa culture, il est prêt pour ce type de méthode? Est-ce qu'on est capable d'interagir suffisamment avec lui? Et ça, c'est vraiment, une étape importante. Ensuite, on va regarder un autre aspect, c'est ce type de projet, est-ce qu'il est adapté pour mettre de la méthode agile ou en tout cas, heu introduire certains work packages en mode agile, donc avoir cette méthode hybride. Vous avez bien compris que nous, on fait du développement technologique, on est bon, parfois sur du logiciel, mais on a beaucoup d'infrastructures lourdes derrière, hein, sur nos projets et c'est pas toujours facile de dire, comme l'a dit Alexis, hein, sur 3 mois, on va sortir quelque chose. Donc ça, c'était un point important, dans les critères de choix. Et ensuite, on a beaucoup parlé de l'implication des parties prenantes. L'organisation interne va être un 3e élément important à regarder dans les questions qu'on se pose, avant de se lancer dans ces méthodes agiles. Parce Ouais, qu'on c'est clair. a vraiment, la problématique, c'est quelque chose qui ressort souvent, dans les équipes projets, c'est que nos chercheurs, ils sont sur plusieurs projets. On n'a pas la possibilité de dédier une équipe entièrement à un projet. Donc ça peut être embêtant par rapport à certaines nécessités des méthodes agiles. Donc d'où cette, analyse dès le départ, hein. Et notamment, je rebondis que cette question d'organisation interne faisait un lien fort également avec ce que tu as cité tout à l'heure dans les rôles et responsabilités. Je prends l'exemple du chef de projet qui est avant tout scientifique et qui est fortement une grosse appétence sur son aspect technique du Mmh, projet. tout à Il y fait. a, dans le critère organisation interne, il y a ce côté qu'il a bien compris que ce qu'on attend surtout de lui, c'est pas en priorité qu'il soit impliqué dans ce côté technique, mais plutôt dans ce côté d'accompagnement de coach d'équipe, quoi. Ce côté importance de l'humain, hein. Tout à fait. Voilà. Et le critère typologie est assez fondamental aussi pour pas tomber dans une dérive que je vois apparaître dans certains déploiements agiles. C'est que le projet est bien décomposable en livrables qu'on puisse faire sur des itérations qu'on puisse appeler courtes, sachant que dans le contexte DRT, le cours est de 2 à 3 mois. Mais Mmh. notamment, on ne s'amusait pas à faire fonctionner une équipe dans ce mode-là sur une durée de 8 mois si l'itération pour livrable était de 8 mois. On est en train de demander à quelqu'un à courir un marathon à la vitesse d'un sprint. Il y a peu de chances qu'il atteigne le 42e kilomètre. Donc, c'était un point également important à prendre en compte. Et également ce lien client, implication du client, culture du client sur ce point-là. Donc, on s'est posé des grosses questions d'ailleurs sur est-ce que le client connaît déjà ces démarches-là ou pas? Mmh. Hein. Et d'ailleurs, ça a permis d'embarquer certains clients également dans cette sensibilisation pour dire comment on fonctionne en termes de transparence. Et du Oui, coup, ça a donc, été on a vraiment, gagnant-gagnant, on va dire. complètement, ouais, complètement. Et ces 3 checklists donc qu'on a fait de façon très opérationnelle, maintenant, de ce que j'en vois, ils sont assez rentrés dans les mœurs, hein, dans les façons de faire. Et qui aboutissent dans la note de cadrage à la flèche du bas là, qui est on fait apparaître clairement dans la note de cadrage, bah, le choix du mode de projet qui est approprié. Waterfall, Voilà, agile comme ou ça, dès hybride. le départ. Dès le Voilà, départ, on sait où on va et comment on y va, exactement. en Très, termes très bien. d'organisation. Super Laurence, merci beaucoup. Et cette expérience, est-ce que ça a inspiré tes collègues de façon plus large pour déployer cette démarche sur un périmètre, je dirais, voire allez, n'ayons pas peur, plus large même que la DRT ou en intra-DRT?
Alors à ce stade, on est vraiment en démarche, intra-DRT puisqu'on a partagé en revue de direction nos retours d'expérience. Ça a vraiment favorisé une approche, transverse, hein, et puis, vraiment au niveau du management de la qualité, ça a fait progresser, ça fait prendre du recul par rapport à nos méthodes. Après il se trouve qu'en ce moment là, on a une réorganisation en cours, donc je pense qu'on va probablement essaimer, chez certains de nos collègues, donc d'autres directions. Mais bon, ça c'est horizon 2024. Mmh. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, que le travail qui a été fait, ces dernières années pour rendre même votre processus gestion de projet plus agile en soi, Mmh. devrait être plus souple, plus flexible pour s'adapter à cette réorganisation du coup. Logiquement, oui. L'avenir nous le dira. D'ailleurs, les ateliers, sont en mode agile là pour la réorganisation, tu vois? Et bah, tu vois, comme quoi l'état d'esprit est bien déployé. Et en Oui. termes de gestion d'équipe, Laurence, est-ce que tu peux, cette démarche, est-ce qu'en fait aujourd'hui au sein de la DRT, ça vous a permis d'aller jusqu'à, une autogestion de l'équipe? Alors clairement, non, pas c'est pas possible dans notre structure, parce que dans notre environnement projet, on a un portefeuille projet et une priorisation entre les projets qui fait que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, notre chef de projet, il anime l'équipe projet, mais il n'a pas la main complètement sur les ressources. Donc ça a été, il n'y a pas d'autogestion, au niveau de l'équipe projet. Et puis on a cet aspect contrainte forte au niveau des plannings des équipements, qui fait qu'on n'a pas de doublons sur nos équipements ou très rarement. Donc ça nous permet pas d'avoir une autogestion. On n'a pas le chef de projet ne peut pas décider, de lancer une manip sur tel équipement sans se concerter avec le reste de la structure. Très bien, effectivement, ça fait un lien fort avec des éléments de contexte que tu as cités tout à l'heure et c'est la raison pour laquelle je disais dès le début que il est important de connaître le contexte de la DRT pour, voir un peu la façon dont ça peut être fait derrière. Et en final, Laurence, si tu avais à citer, avec ce recul que nous en avons aujourd'hui, les apports principaux de cette agilité, en interne, tu nous dirais quoi? Je mettrais vraiment en numéro un pour nous, c'est de mieux s'adapter aux besoins clients et d'être capable de mieux le comprendre et le rassurer. Mmh, Ensuite, comme on l'a dit en intro, ouais, on est dans un environnement mouvant, la société bouge, les attentes bougent, on est dans une approche par les usages beaucoup plus que par la techno. Donc ça nous aide aussi à mieux nous adapter à cet environnement mouvant mmh. et le côté itératif de la méthode fait qu'on arrive beaucoup mieux à recadrer, à se réadapter tout au long du projet. C'est vraiment la grande valeur ajoutée de la démarche pour nous. Mmh. Ouais, très bien, très, très bien et si je me permets de rajouter une chose par rapport à le côté, accompagnement que j'ai pu voir opérationnel avec les équipes, c'est que ça a permis également de beaucoup ajouter de transversalité entre les équipes de chercheurs et de donner du sens au travail également qui est fait, par cette vision, constante de la valeur ajoutée pour le client. Cette réorientation a été très fort dans les équipes et tu peux nous parler maintenant des prochaines étapes, Laurence? Bien, en fait, vous avez compris qu'on a travaillé par projet pilote, donc c'était des projets des équipes volontaires. Donc maintenant, au niveau des instituts, ça diffuse tout doucement et donc il y a vraiment toute une phase d'appropriation par les instituts. On a amélioré la boîte à outils du fait du retour d'expérience de ces projets pilotes. Donc maintenant, elle était déjà, mais elle est disponible dans notre système de management. Et pour les instituts qui le souhaitent, eh bien, on a convenu qu'ils prenaient directement contact avec Alexis pour, continuer, les prestations de coaching sur d'autres projets, sur des nouveaux projets. Aujourd'hui, hein, sur nos 4 instituts, il y a vraiment 2 instituts qui sont très volontaires sur ces méthodes et on espère, voilà, que ça fasse boule de neige. C'est ce qu'on constate souvent dans les démarches qualité, hein, c'est que des bonnes pratiques à un endroit, ça se sait entre les équipes et ça essaime. Mmh. C'est clair et du coup, on voit bien ce côté d'une démarche qui était impulsée au départ par la DRT. Maintenant, il y a un transfert de responsabilité qui est en cours, que les instituts eux-mêmes, en l'ayant vécu, la prennent en main et qui, se le déclinent et qu'elles essaiment, au sein de l'institut par elles-mêmes sur, sur leurs projets et leur typologie de métier. Donc c'est très bien et du coup, en termes de bonnes pratiques pour la suite de ce déploiement, tu nous as recité ici des éléments qui sont importants. C'est une conclusion de choses qu'on a citées, hein. Tu veux nous les reprendre sur le positionnement, du CEA vis-à-vis du projet, les managers et le BizDev? Mais clairement, sur l'aspect positionnement de notre chef de projet, ça renforce son rôle en point d'entrée,
pour la partie exécution. Ensuite, sur la partie vraiment implication des managers, ça, c'est vraiment ressorti sur tous les projets pilotes. Ça permet vraiment de sensibiliser nos managers pour introduire des work packages, des morceaux de cette méthode dans nos projets pour vraiment recentrer, recaler sur le besoin client. Et par contre, ce qui ressort aussi, c'est que tous nos managers ne sont pas prêts pour mettre en œuvre cette méthode-là, hein. Donc on s'est dit qu'on allait privilégier les managers qui ont une appétence pour cette méthode, pour pas tout simplement mettre les autres en difficulté, hein. Et le point important, c'est vraiment le respect des rôles au sein de l'équipe. On ne veut pas de pilotage en direct par le client parce que malheureusement, dans notre structure, du fait qu'on a beaucoup d'essaimages, on a des startups qui se créent à partir du CEA, il y a des gens qui connaissent les leviers dans la structure et qui ont tendance à bypasser la structure projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment renforcer puisqu'on a eu dans certains projets pilotes des soucis. Et acteur clé aussi dans notre organisation, c'est le fameux BizDev, là, ou le chargé d'affaires, qui est donc notre product owner. C'est vraiment au niveau du montage, ça lui donne des outils pour bien clarifier l'attente client et les modes d'interaction. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'aspect légal, c'est vraiment important que le client soit prêt avec ce mode agile, qu'il accepte les interactions et qu'il s'engage à nous répondre dans les délais aussi. Sinon, on ne peut pas avancer. En termes d'interaction avec le client, donc point important, c'est que notre product owner doit vraiment interagir avec notre client pour clarifier les exigences, s'il y a vraiment besoin de ces itérations. Donc chez nous, ça nécessite des compétences techniques parce qu'on ne peut pas vendre la lune en ayant malheureusement les lois de la physique à appliquer pour chacun d'entre nous. Et puis, ce rôle de transmission à chaque itération est très important. Donc, ça a vraiment renforcé la communication entre nos BizDev et nos équipes projets. Ça montre que c'est très important. Et finalement, ça ruisselle aussi sur les méthodes classiques. Ensuite, au niveau des équipes projets, bien sûr, hein, ça permet de clarifier les rôles et puis d'avoir un moyen d'alerte du management quand on est en difficulté. C'est beaucoup plus réactif comme méthode que le workflow classique, quoi. Et bon, le client, je vous en ai beaucoup parlé, mais c'est clair qu'il faut qu'il soit prêt pour travailler avec ces méthodes, sinon on n'y arrive pas. Et par exemple, le fait de spécifier le MVP, le Minimum Viable Product, c'est vraiment un point clé dans la réussite de ces démarches. Très, très bien. Merci beaucoup, 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 Laurence, pour ce retour d'expérience, ton témoignage qui était très riche. Et peut-être, Emmanuel, je vais te redonner la parole pour s'il y a des questions, réponses, des débats, des commentaires, on peut prendre un petit temps d'échange. Tout à fait, merci Alexis, merci Laurence. Donc je vais rebalayer les questions dans l'ordre d'apparition. Et l'objectif, c'est qu'on balaye ces questions d'ici 10h moins le quart. Donc première question de Eddy, quelles sont les différences entre méthode agile et lean management? Alors, je vais répondre peut-être pour le CEA. Après, Alexis, je te laisserai répondre de ta vision. Au CEA, on fait de la recherche, donc le lean management, c'est pas quelque chose qui est bien perçu au niveau de nos équipes, alors que les modes agiles, en mettant l'accent sur mieux comprendre le besoin client, mieux se rapprocher de ce qui est le minimum acceptable par le client, ça parle mieux à nos équipes. Et ce côté itération a été très utile. Merci. Une question de Romain qui dit, en particulier sur les rôles, est-ce que les chefs de projet sont du coup dévalorisés dans un environnement comme le CEA puisqu'ils perdent la responsabilité technique? Alors, ça aurait pu être perçu comme ça il y a 30 ans ou 20 ans. Mais maintenant, le CEA, fort de l'évolution du monde autour de lui, hein, est en train de professionnaliser sa filière chef de projet, ce qui n'était vraiment pas le cas jusqu'à présent. Donc on va avoir, ça nous a servi aussi de tremplin, cette expérimentation et ce déploiement pour identifier dans nos équipes des chercheurs qui ont une appétence pour le management projet, pour le rôle de coach, hein, de l'équipe, et ça nous sert vraiment à les orienter plus vers une filière chef de projet qui, du coup, va les valoriser en tant que métier important au CEA. Ce qui n'était pas le cas avant.
Et je peux me permettre d'ajouter un petit point à cette question, Laurent, sur un cas vécu avec un chef de projet à la DRT. C'est justement un chef de projet qui était sur un des projets qui avait pas l'expertise technique comme beaucoup de chefs de projet l'ont sur l'affinité du projet et qui était une crainte qu'il avait et que son chargé d'affaires avait dans la relation client. Au final, le client fait ressortir et a fortement valorisé le chef de projet sur son aspect justement garant de méthode, pilotage, qui n'était pas le cas avant, quoi. Donc ça l'a valorisé sur un autre critère. J'enchaîne avec la question de Stéphane. Je crois que vous avez en partie répondu, mais c'est pour confirmer. Avez-vous des développements matériels dans vos projets Mmh. et comment la partie physique est-elle gérée par rapport à la partie logicielle, entre parenthèses, qui est plus adaptée à la méthode agile? Voilà, donc on en a parlé, et donc on a cette méthode hybride qui comprend des work packages où on va avoir, des cycles, des itérations en mode agile pour comprendre le besoin client, faire des itérations pour affiner. On va après partir sur des work packages type waterfall où on va avoir de la planification classique liée à nos opérations techno et après on peut revenir sur de l'agile pour, revenir vers le client et sortir de ce fameux effet tunnel. Très bien, merci. Alors, la question suivante. Dans cette thématique de valorisation, dévalorisation, formez-vous les chefs de projet au leadership vertueux? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le leadership vertueux. Par contre, oui, on forme nos chefs de projet et clairement sur ces méthodes agiles, il y a, toute une sensibilisation qui est faite au démarrage, hein, sachant que l'idée qu'on avait, c'était aussi de pouvoir à terme disposer d'une formation dans le catalogue de formation, propre à ces méthodes agiles. Mais ça sera plus tard. Dans la continuité de ces questions de Nicolas, est-ce qu'il est nécessaire de former tous les contributeurs à la méthodologie, sponsors y compris, ou le Scrum Master suffit en tant que gardien de la méthode? Alors, ce qui a été, révélé dans nos projets pilotes et grâce à l'accompagnement d'Alexis, très clairement, on a commencé la première étape, l'étape 0, c'est de prendre toutes les parties prenantes et de les former, de les sensibiliser à ce que c'est cette méthode. Donc c'est fondamental, sinon, il va y avoir vite des digressions et des incompréhensions. Et dans cette expérience-là, quand ça n'a pas été fait, ça a été un échec. Mmh. Donc c'est devenu un point Oui, qui est un mandatory, quoi. c'est Hmm. exactement. Question de Romain, dans le mode hybride, est-ce qu'on passe aussi sur les rôles de PO et Scrum Master ou est-ce qu'on reste sur les rôles traditionnels Waterfall? Alors, on peut alterner sur les 2, mais comme on a vu, il y a quand même des liens, hein, entre PO et Scrum Master par rapport aux fonctions classiques. Donc ça peut être le même interlocuteur. Même sur le PO, c'est clairement le même interlocuteur. Ok. Question de Michel. Est-ce que vous pouvez décrire, vulgariser, en quoi consiste un minimum viable product pour un projet de recherche au CEA? Ah bah, alors là, c'est vraiment un point clé dans les activités de recherche, hein. Comme je vous disais en intro, pour un chercheur, quand on va développer une technologie, on va essayer de la rendre la plus performante possible. Si je prends un cas très concret, je veux produire de l'énergie, donc je veux avoir un rendement énergétique le plus élevé possible. Ça, c'est la position, idéale d'un chercheur puisque lui, sa techno, elle est valable s'il a réussi à produire le plus possible d'énergie. En réalité, quand on a un client en face de nous, lui déjà, il veut se rassurer et dire: «Alors si j'utilise cette techno du CEA, est-ce que ça va être possible dans ma vision, usage, ma vision produit?» Donc on n'a pas besoin d'avoir, produit le maximum d'énergie, on a juste besoin de montrer au départ: «Oui, on sait produire de l'énergie comme ça et c'est intégrable dans votre vision produit». Ça, c'est ça, cette notion de MVP. Et du coup, je rebondis, qui apporte une discussion également de bien définir avec le client sur quels seront les critères d'acceptation de la fin de l'itération, quoi. Mmh. Qu'on puisse bien les partager avec l'équipe pour pas tomber justement sur cette recherche de l'optimal, alors que le MVP ne se veut pas aller à la recherche de l'optimal. Alors, on a une nouvelle question qui est en cours de rédaction. Ah, c'est le suspense. Voilà, je laisse Romain finir d'écrire sa question. Pour rebondir sur ce que dit Alexis, pendant ce temps, cette notion de critère, hein, qui valide le MVP, elle est fondamentale dans notre environnement. Ok. Une question pour Alexis. Laurence a bien spécifié que l'adoption d'Agile
n'a pas accéléré les projets. Quand il est dans les autres qu'en est-il dans les autres organisations que tu as pu accompagner? Alors, globalement, Romain, ce qu'il en ressort dans les autres organisations, c'est que ce que ça a permis d'accélérer, si on parle de cette notion de vitesse, c'est du livrable à valeur ajoutée de façon beaucoup plus fréquente et plus rapide que ce que c'était fait auparavant. C'est côté des itérations. C'est-à-dire que je dirais que même sur certains projets sur lesquels la durée totale n'a peut-être pas forcément diminué, par contre, le côté de création de valeur sur des durées courtes, là, il y a de la vitesse qui a été gagnée. Et du coup, ça a permis de fortement mettre en confiance le client. Là, oui, ça a gagné par le biais de ces itérations-là. Après, il y a la grosse difficulté qu'on retrouve parce que, en fait, moi, je travaille pas mal dans ce déploiement avec des entreprises qui font pas forcément des projets sur lesquels l'équipe est à 100% allouée sur le projet. Donc, il y a cette problématique de priorisation que citait Laurence et qui fait que si on veut respecter cette possibilité de livrer rapidement, il faut savoir protéger ses équipes dans le travail qui est à faire pour pouvoir sortir quelque chose. C'est surtout ça, je dirais que ça nous aide de façon générique, que ce soit au CEVA ou ailleurs, à définir avec le client sur quoi on peut s'attendre sur un délai qui est plus court que ce qu'on avait l'habitude, mais qui ne sera pas cet optimal, mais si on lui montre quelque chose sur un délai plus court, et là, on a gagné du temps. Et si je L'avantage peux, également, c'est qu'à la fin, excuse-moi Laurent, je te donne la parole derrière, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de mauvaise surprise sur ce côté. Ah bah tiens, j'aurais préféré une priorité sur je ne sais quoi, j'aimerais bien qu'on retravaille là-dessus et puis que le projet dérive en durée, puisqu'on le détecte au fur et à mesure, on se colle systématiquement par ces itérations au client, donc on n'a pas cette perte de temps liée à cette dérive-là. Laurence, vous voulez ajouter quelque chose, je crois. oui, je voulais juste compléter par rapport à ce contexte-là, c'est qu'en fait, au tout début, hein, les réactions de nos managers, c'était ah ben, on va diviser la durée des projets par deux. Est-ce que c'est des collègues dans nos réseaux qui nous disaient aussi qu'il y avait de la souffrance des équipes dans d'autres boîtes parce que justement, on leur avait annoncé, ben, tiens, vous êtes en mode agile, vous divisez le délai par deux. Bon, j'exagère un peu, mais et en fait, c'est pour ça que la formation dès le départ, avant de se lancer des équipes, est fondamentale. Et dans les équipes, il y a les managers. Je laisse la possibilité encore de poser 2 ou 3 questions complémentaires et j'en profite pour vous informer, ceux qui souhaiteraient approfondir quelques questions, on vous laisse la possibilité de rester connecté pendant 15 minutes au-delà de 10 heures et à ce moment-là, ça sera un peu plus interactif avec les micros et les caméras ouverts. Si vous le souhaitez. Mais pour la durée du webinaire, donc effectivement, si vous voulez poser 2-3 questions complémentaires, on peut les prendre là et ensuite on va enchaîner avec la vision d'Optime sur le sujet. Ok, du coup, je prends la main, Emmanuel. Attendons voir 2 minutes si on aurait Allez, une ou deux questions complémentaires. tu me dis quand je peux y aller et est-ce que tu peux juste me confirmer que le PowerPoint apparaît bien de nouveau à l'écran? Oui, tout à Ok. fait. Eh ben, j'attends que tu me dises le go et je prends la main. Je vais attendre 1 minute. Pour l'instant, je vois personne en train d'écrire des questions, donc ok. Du coup, je pense que tu peux y aller. Allez. Du coup, moi, je voudrais en fait m'appuyer sur deux planches qui sont pour de ma vision des choses et de l'expérience journée par ces missions et ce que je vois dans différentes entreprises. Pour moi, des points qui sont assez clés dans les conditions de succès d'une démarche agile et qui vont prendre un certain nombre d'éléments également que Laurence nous a partagés. Euh, le premier, c'est que j'aime bien dire que c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment très adapté pour mieux gérer le changement. Et j'insiste sur un point, c'est que ça ne veut pas dire accepter tous les changements. Je pense que l'agilité présente une force énorme, c'est de savoir structurer le changement en toute confiance. Et c'est peut-être la dérive qu'on a dans certaines entreprises de prendre des raccourcis avec l'agilité, de dire parce qu'on se dit qu'on travaille en mode agile, c'est la porte ouverte à tous les changements sans protection de l'équipe, sans protection du client et on y va.
Et là, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui peut engendrer justement une problématique forte humaine de non-adhésion dans la démarche. Ça, c'est un premier critère. Un deuxième critère qui est important, je crois que c'est un axe fort de ce témoignage de Laurence, c'est cette relation transparente qu'on a avec le client, avec une mise en confiance forte qu'on a du client dans la vie du projet. Et je vois un certain nombre de cas avec d'autres clients avec qui je travaille, pour lesquels les clients sont surtout des clients internes à l'entreprise et pas des clients externes. Et le débat est exactement le même. Ça permet vachement de gagner dans cette implication d'autres départements internes dans la vie du projet, de contractualisation, de savoir où on va et de se mettre d'accord. Et ça, c'est assez énorme. Troisième point que je citerai, c'est que, attention, on dit souvent que l'agilité fait ressortir moins d'aspects documentaires, on accorde plus d'importance à l'humain qu'au process, qui est très vrai, mais attention, l'agilité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure. Très souvent, en fait, quand on regarde un mode de fonctionnement agile, j'ai tendance à dire qu'on ne voit que la face visible de l'iceberg pour que ça marche, mais on ne voit pas la face invisible de l'iceberg, qui était tout ce qui a été mis en place en termes de structure derrière, justement pour que ça tourne comme on peut le voir dans le fonctionnement de l'équipe. Et du coup, cette structure est indispensable. D'où le fait qu'il est important qu'on travaille en réflexion, en impliquant les parties prenantes sur la boîte à outils, sur l'aspect organisation, sur les nouveaux rôles, indispensables. Et avec notamment, je citerai 3 éléments qui sont des points qu'il ne faut jamais zapper. La note de cadrage reste le point clé de la démarche projet en termes de structuration pour bien savoir où on va. La nécessité, tiens, c'est un point qu'on n'a pas développé dans le Ah oui, c'est témoignage et vrai. qui est un point qui est ressorti fort suite au projet pilote, c'est ce travail sur la rédaction d'une charte d'équipe. Tu veux en toucher 2 mots, Laurence, ou je le fais moi? Non, non, je te laisse faire. Alors, la charte d'équipe, en fait, et notamment, je me permets de faire un parallèle avec l'environnement DRT. Vous vous rappelez, par rapport à tout le contexte qu'a cité Laurence, sur ce côté scientifique, le côté importance technologique qu'il y a dans les projets. Autant dire au départ, quand on citait aux chefs de projet, aux équipes, aux parties prenantes qu'il sera important au début de construire une charte d'équipe avec l'équipe, ça paraissait plutôt pas le truc super utile à faire, quoi. Et peut-être à la base pour dire on va faire plaisir à Alexis, on va quand même en faire une, parce que quand il nous raconte à quoi ça peut servir, ça a l'air bien, mais je le sens pas trop. Donc on l'a fait. On l'a fait. Et en fait, ce qui est important, c'est bien d'aller définir dès le départ dans le projet. Et ce qui est encore plus important, c'est surtout de la piloter durant la vie du projet et lors des rituels. Et quand on est arrivé aux fins de projet sur les bilans pour la suite, pour l'amélioration, je pourrais dire qu'à 100% des projets qui ont été concernés, ce qui est ressorti comme un point fort et un point sur lequel il faut apporter de l'attention, c'est justement cette charte d'équipe. Et les chefs de projet la faisaient même valider derrière par les équipes managériales. Et c'était super intéressant parce qu'on voit apparaître que même certains managers qui rentraient dans le jeu en disant si je peux me permettre, parce que vu que c'est une charte d'équipe, moi je ne fais pas partie de l'équipe en tant que telle, mais on pourrait rajouter un aspect de valeur, de bon fonctionnement d'équipe qui nous touche nous en tant que manager parce que c'est important pour la bonne vie d'équipe. Donc on voit son importance et surtout de la piloter. Ça, c'est un point qui est vraiment très important sur cet aspect humain. Et les Alexis, rituels, oui, du coup, on a une dernière question de Romain. oui. Du coup, quand on est sur un projet client avec un contrat, est-ce qu'on se met d'accord à la signature du contrat sur le nombre d'itérations? Ouais, très bien. C'était un bon point qu'on a discuté, Laurence, au sein de la DRT, hein, ces aspects contrats et Tout à fait. notamment Avec les les juristes, implications ouais. juridiques, hein. Tout à Euh, fait. En fait, il y a une logique, c'est qu'au départ, vu que le côté périmètre fonctionnel va évoluer dans la vie du projet, ce qui est important, c'est plutôt de se dire, on peut se mettre d'accord, oui, pourquoi pas, sur un nombre d'itérations, mais on est plus, je dirais, sur un engagement de moyens au départ qui petit à petit va se transformer en engagement de résultat. Ce qui en soi, qui est quelque chose qu'on fait le parallèle avec ce témoignage, qui est très culturel dans les métiers de la recherche, hein, Laurence. Ce côté Mmh. d'engagement de moyens par rapport à du résultat. Donc, c'est des éléments qui apparaissent dans le contrat. Oui, ça peut être un élément contractuel, Romain, de se dire ce nombre d'itérations sur lequel on va s'engager dans la vie du projet en se bloquant une durée totale qu'on veut y accorder.
Et après, c'est petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on y voit avec ces critères d'acceptation qui sont définis par itération, qu'on atteint du résultat. Mais le départ, il faut le positionner de cette façon. Tu voudrais rajouter quelque chose, toi, Laurence, par rapport à ce côté contractuel, parce que c'était une bonne discussion qu'on a eue au sein de la DRT, hein. Je pense que tu as dit l'essentiel. Je pense que le point important, c'est la durée du contrat. Et après, ça nous donne la possibilité de rajouter des itérations si les parties prenantes le souhaitent. Mais ça, c'est quelque chose qui se discute en fait au montage du contrat. Tout à fait. C'est clair. C'est vraiment important de le mentionner qu'il y aura des itérations. D'ailleurs, dans nos critères de choix de la méthode, quand on disait qu'il y avait un critère qui s'appelait le critère client, ça pouvait être un point d'entrée qui nous faisait dire, eh ben, travaillons en mode classique parce que le client n'était pas prêt à s'engager sur un mode de fonctionnement comme ça. Tout à fait. C'est un critère. Autre point de condition de succès, on l'a beaucoup cité, c'est l'implication de l'équipe managériale. Nous, dans ce cas, et moi je pousse beaucoup avec d'autres clients avec qui je travaille, c'est d'où le fait de faire apparaître dès la note de cadrage, donc qui est une validation après entre le sponsor, chef de projet, le mode projet qu'on va utiliser pour que ça soit validé par le sponsor qui représente la direction, qu'on est bien OK, qu'on s'est dit qu'on travaillerait à 100% agile ou en hybride et sur quel périmètre on fait de l'agilité pour impliquer la direction en termes de ce que ça va demander derrière. Et après, l'implication de ce sponsor durant la vie du projet, elle est fondamentale. En les impliquant dans la sensibilisation, il y avait une question là-dessus tout à l'heure également, mais également lors des rétrospectives qui sont faites à chaque itération, que ce côté managérial soit là. Tiens, je suis désolé, je vois que j'ai une inversion, une faute de frappe dans sponsor. Désolé. Autre point qui est important, c'est ce rôle du product owner. Avec le poids de ces orientations qu'il peut avoir dans la vie du projet et l'importance qu'on doit en avoir en interne sur le respect de ses décisions. Je sais que notamment, là, si je fais un parallèle dans le pilotage des projets pilotes avec la DRT, c'est un cas qu'on a eu dans un des projets pilotes où le product owner qui représentait cette voie du client donc avait priorisé une itération sur une certaine voie du projet et les équipes étaient parties là-dessus et il y a des managers qui ont orienté les équipes après dans la vie de l'itération sur un autre sujet. Ce qui a forcément créé des gros problèmes en termes d'incohérence et justement aussi de protection de ce qu'on demande à une équipe. Donc ce poids du product owner est très important. Point d'attention également que je trouve qui est souvent un manque dans le déploiement de ces méthodes-là, c'est l'importance de la communication en plus de bien travailler sur les développements. Je m'explique, quand on est un projet sur lequel on va faire un développement d'un outil soft ou quoi que ce soit au sein d'une équipe, on peut dire que tout le projet de développement de l'outil, on peut le faire en mode agile. Donc, on lance des itérations avec ce mode de fonctionnement. N'oublions jamais la conduite du changement qui doit y être associée pour faire de sorte que comment j'accompagne l'impact que ça peut être sur des futurs utilisateurs et qui s'en imprègnent bien et qu'on les implique dans la vie du projet également en tant que tel et qu'on assure des actions qui peuvent être de sensibilisation, de communication, de support pour aider à prendre en compte le changement associé au projet. La communication doit rester au cœur de la démarche. Autre point, c'est quelque chose qu'on voit apparaître en succès, c'est on gagne vachement en sérénité. Et autant au départ, les équipes pourraient se sentir peut-être stressées par ce côté qu'on citait tout à l'heure de vitesse. Et en final, ça rassure et ça déstresse. Et les équipes, et le chef de projet, mais également, dans ce cas, le chargé d'affaires dans sa relation client et le client lui-même. Donc, on a un gros gain en sérénité de fonctionnement dans le projet parce que de toute manière, on se rend compte que si jamais à un moment donné, on s'écarte avec une partie prenante, la démarche va nous faire qu'on va le détecter assez rapidement pour se rapprocher, se recoller l'un à l'autre. Enfin, il y a un besoin qui est fort, qui est une vision, non pas d'un projet, mais d'une vision portefeuille projet. Cette notion de priorisation, et puis c'est du fait qu'on a besoin de cette implication managériale pour jouer le jeu et respecter de l'allocation de ressources d'un projet à un autre. Et je termine par un dernier point sur cette planche, c'est que, attention, l'agilité, ce n'est pas une méthode miracle. Il ne faut pas en faire pour en faire, ce que je vois des fois et ce qui cause des soucis. Et donc, attention à bien se poser les bonnes questions au départ, et on a beaucoup insisté durant ce témoignage. Enfin, je terminerai sur quelques points clés dans la mise en place de l'agilité dans l'entreprise. Déjà, le premier point clé, c'est que ce déploiement de cette démarche, ça doit être un projet en soi.
Donc, il faut le cadrer. Il faut cadrer ce projet-là et le fait de se dire, eh ben, ça va nous servir d'exemple et qu'on va appliquer cette logique agilité dans le déploiement de la démarche, puisqu'on le gère en un projet en soi avec des victoires rapides. C'est un point qui est super important, qui a permis de bien marcher au niveau de la DRT et qui permet de bien marcher dans ce que je vois avec les autres clients. Considérant cette mise en place comme un projet, construisons-le sous une logique agile. Et du coup, c'est amené avec un état d'esprit en conséquence avec ces fameux MVP petite réussite, j'en ai parlé, en impliquant l'ensemble des parties prenantes. Ne l'oublions pas, le management des parties prenantes est important. Il y a quand même un impact organisation, rôle, responsabilité qui n'est pas neutre. Impliquons-les dès le départ. C'est ce fameux lot communication qui sera important dans le projet. En accordant une importance forte au change qui est associé à ce changement d'état d'esprit. Et enfin, enfin, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, hein. Je l'ai dit, il ne faut pas en faire pour en faire. Il ne faut pas que ça remplace le projet classique, quoi. Certains domaines d'activité sont à 100% agiles et c'est très adapté par rapport à leur métier. D'autres ne le sont pas. Il ne faut pas se dire que l'agilité remplace le classique et c'est une bonne complémentarité. Et je pense que d'avoir une bonne connaissance déjà du mode classique avant de se lancer dans l'agilité est un point clé de succès. Alexis, Oui, en 1 minute, puis une oui. dernière question qui est arrivée de Richard. Quid du rôle du Scrum Master comme condition de succès en 1 minute? Oui, c'est son rôle de coach d'équipe, d'accompagnement et de garant de bon fonctionnement de la méthode et notamment dans la réalisation de ces scrums qu'on ne dérive pas et il faut rester sur des rituels qui soient courts pour avancer. Et lui, il a ce côté de coach, d'accompagnement d'équipe et avec également cette aide qu'il doit apporter dans la protection de l'équipe. Mhm. Je te laisse la main peut-être, Emmanuel, toi sur ton côté, puisque comme tu l'as cité, tu as également une expérience dans le domaine, Oui, tu peux alors peut-être nous partager tes conditions de succès. je vais faire rapide par rapport au temps qui nous est imparti. Moi, j'ai effectivement une expérience du déploiement de l'agilité à l'échelle, mais plutôt dans un environnement logiciel, en tant que DSI dans le groupe Volvo. Effectivement, une citation que j'ai trouvée, que je trouve très intéressante sur pourquoi adopter l'agilité et qu'est-ce qui fait que ça marche. Effectivement, c'est la composition de l'équipe projet. Il faut des gens qui sont volontaires pour travailler autrement, pour travailler en mode coopératif, en mode itératif, pour remettre sur le métier plusieurs fois. C'est effectivement une perturbation par rapport à un mode de projet classique, séquentiel, etc. Alors, l'incertitude, le changement, c'est vrai que l'agilité, elle est là pour, en particulier sur des projets longs, donner plus de rythme et aussi faire face à des changements de besoins en cours de projet. Ça arrive tout le temps, des changements de besoins en cours de projet. Et puis, une prise de risque, une prise d'initiative, par exemple, pour prioriser. Donc ça, c'est fondamental dans l'approche agilité. Ce que je te propose, c'est de passer rapidement sur ces 2 points, puisqu'on a évoqué un certain nombre de points. Rentrer en mode agilité, effectivement, ça s'invente pas. Donc moi, mon expérience, c'est prenez des Scrum Masters certifiés pour vous faire accompagner si vous envisagez de démarrer des projets agiles. Ce qui est important dans la logique de sprint et de scrum, le voir grand, démarrer petit, c'est savoir où on veut aboutir et après, c'est lotir le projet dans les différents sprints, quitte à dire, au bout d'un certain temps, au 3e sprint, on en a fait assez, le client est content et ce qu'on avait envisagé de faire au début sur le 4e ou le 5e sprint, finalement, c'est pas utile. Il y a un point qui est très important, c'est effectivement la délégation à l'équipe projet, dans la mesure du possible, parce qu'il faut que l'équipe projet, l'équipe Scrum, soit en mesure de prendre des initiatives, prendre des risques, éventuellement faire des erreurs. Hein, il y a un droit à l'erreur, évidemment, d'expérimentation. Et puis décide sur qu'est-ce qu'on va mettre dans tel sprint ou pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je passe sur les messages suivants. Je pense que ma conclusion va directement sur
Voilà, rentrer dans une boucle d'amélioration continue. Donc, il y a cette logique de rétrospective dans l'agilité, qui est à la fois de dire est-ce que le sprint s'est bien passé, mais aussi et surtout de dire est-ce que l'équipe a bien fonctionné ensemble et qu'est-ce qu'on apprend ensemble pour travailler mieux sur la boucle suivante. Hein, donc, tu as dit, je passe sur les différents points. Un point, moi, que j'ai vécu aussi, c'est quand on est dans une phase d'expérimentation, on est sur un terrain vierge et un proof of concept. Vous avez parlé de MVP. Moi, j'aime la notion de MVP parce que c'est une notion d'un produit ou service qui est directement exploitable en vrai. Un proof of concept, le danger, c'est que ça fonctionne en laboratoire et puis quand on le bascule dans la vraie vie, quand on n'a pas pris en compte les critères d'industrialisation avant de terminer le proof of concept, ben le proof of concept, il n'est pas viable par lui-même. Une conclusion sur la dernière page en ce qui me concerne. Moi, ce que j'ai expérimenté dans la méthode agile, il y a tout un tas de bouquins qui parlent de sprint, de scrum, de la priorisation, des rétrospectives, qui parlent du comment faire. Et ça, c'est ce que je mets sous le vocable faire agile. Mais il est tout aussi important, quand on envisage ce type de démarche, de rentrer sur les postures, sur la délégation, sur la position des uns et des autres. Et je rebouclerai par rapport à un point qui a été mentionné dans les mots-clés en entrée. Le être agile, c'est pas chacun dans son rôle, sa responsabilité, etc. C'est le travail en coopération dans des boucles d'itération rapide. Ce qui fait que ce qu'on demande en termes d'agilité, c'est que chacun soit en posture d'aider les autres, parce que ce qui compte, c'est le succès de l'équipe. C'est pas le fait que chacun fasse sa part et que sa part. Voilà, ça sera mon mot de conclusion sur ce point. Du coup, on va passer 5 minutes pour faire un petit peu de publicité sur les prochains événements d'Optime Ressources. Déjà, sur les formations et les webinaires, alors Christian qui est présent, éventuellement tu peux commenter si besoin. On anime des formations sur la théorie des contraintes, principalement Christian, qui tournent autour des fondamentaux de la théorie des contraintes. Ça, c'est le 15 et 16 novembre. C'est des formations qu'on fait régulièrement. Et puis, le 23 et 24 janvier, la théorie des contraintes appliquée à la gestion de projet, portefeuille de projet. Un petit mot, Christian, ou c'est pas utile? Ton micro est fermé. Non. Oui. On va retrouver dans la théorie des contraintes, c'est aussi une façon d'organiser la structure autour de la variabilité de tout ce qui peut arriver. Donc, excellent témoignage hein, sur à quel point on est obligé de s'adapter hein, par rapport à des méthodes plus rigides comme le waterfall. Et la théorie des contraintes, c'est aussi une autre approche pour gérer l'incertitude, en particulier en gestion de projet avec la méthode CCPM qu'on voit le premier jour. Sur des projets où on mutualise les marges qu'on va pouvoir mettre pour essayer de mieux piloter la fin de projet. Et puis, on se rend compte, tout ce qui est priorisation, on le retrouve dans la logique de gestion du portefeuille. Et c'est aussi des angles très intéressants. Voilà, c'est pratiqué par certains des clients ici. Avant de partir, donc je conclus sur les événements suivants. On a effectivement les 13 et 20 octobre des webinaires courts sur le diagnostic Flash Talk Lean Six Sigma. On a un webinaire le 17 novembre sur un autre thème qui est les compétences au service de votre réussite, la démarche emploi compétences. On a dans nos formations aussi, on continue sur l'école de consultants en management des organisations, qui est une spécialité Optime. On va lancer la promo 3 en janvier 2024. On a une petite nouveauté, si tu passes sur la page suivante, Alexis. Je vais peut-être aller directement. Tu veux faire ça? Oui, s'il te plaît. Ok. Tu veux que je présente rapidement ce slide? Oui. Ok, c'est juste pour donner un aperçu très global et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute derrière, parce que je vais aller assez vite. C'est une cartographie globale de notre offre dans le management de projet.
On voit qu'on a toute une partie ici qui concerne beaucoup d'aspects hard skills, avec notamment les aspects méthodo waterfall classiques qu'on retrouve dans les démarches, qui se déclinent après sur comment on fait de l'agilité et du mode hybride, ce que nous a témoigné notamment Laurence. On va retrouver une partie sur des outils qu'on retrouve en termes d'outils de gestion de projet en tant que tel, que ce soit MS Project, Gantt Project ou Lynx, et la fameuse partie avec la théorie des contraintes dont a parlé Christian sur les prochaines formations. On aide également dans la préparation aux certifications avec le Project Management Institute pour être Project Manager professionnel. Donc, c'est une certification de chef de projet qui est proposée par le PMI. Donc, on aide à cet accompagnement pour faire cette préparation. Et on a tout un bloc en haut qui touche aussi la seconde vision des compétences dans les démarches projet. Donc, on avait du hard. Là, c'est tout l'aspect soft skills. Donc, c'est l'aspect leadership, motivation, communication, management des parties prenantes, etc. Qui va s'appliquer dans l'ensemble en transverse sur l'ensemble des autres points. Vous voyez qu'en termes de public touché, on touche beaucoup de parties prenantes différentes, que ce soit des chefs de projet, des sponsors, des acteurs, des PMO, bref, je reste assez large. Et on en a un dernier point là qui est sur les projets propres au domaine système d'information, qui est justement un produit qu'a développé Emmanuel avec une note de nos collègues Mélanie. On est en train de lancer donc une nouvelle offre de formation adaptée à des personnes qui sont amenées à travailler sur des projets à composante SI. Pour voir, au-delà de la gestion de projets classiques, quelles sont les spécificités qu'il faut adapter sur la mise en place d'un projet à composante SI et faire en sorte que la coopération, c'est le mot-clé, fonctionne complètement entre les équipes business, les équipes métiers, les équipes IT. On est en train de lancer cette formation. Contactez-nous si vous voulez en savoir plus. Avant de nous quitter, ce qu'on voudrait, c'est avoir votre retour. Si vous deviez juger notre webinaire sur une note de 1 à 7, 7 étant la meilleure, mettez-nous dans la conversation avant de nous quitter, s'il vous plaît, votre notation avec un petit mot d'accompagnement. On vous remercie pour votre participation et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous et à votre disposition pour échanger. Et pour ceux qui le souhaitent, donc restez connectés un petit quart d'heure de plus avec Alexis et avec Laurence. Alexis? Oui. Je pense que tu peux arrêter l'enregistrement. Allez, alors attends, je vais aller dans Autre et enregistrer. Arrêter l'enregistrement. Bam! Arrêter l'enregistrement, arrêter. C'est fait.